Bonjour et bienvenue sur notre webinaire avec le thème La propriété intellectuelle en Chine. À quoi faut-il s'attendre en 2022? Moi, je m'appelle Léa Schneider et je suis consultante à China Brand IP Consulting. Et nous pouvons directement commencer avec le thème. En septembre 2021, il y a eu beaucoup d'agitation dans le milieu de la pays. Il y a eu des discussions intenses déclenchées par cet article du Financial Times avec le titre China goes on an intellectual property offensive. La Chine passe à l'offensive en matière de propriété intellectuelle. Le contenu de cette discussion animée était le suivant. Les Chinois attaquent désormais nos entreprises dans le domaine de l'API. Ce n'est pas tout à fait exact. La Chine n'attaque pas. Les Chinois n'attaquent pas directement, ils encerclent, occupent le terrain et agissent toujours de manière indirecte. Le contexte et l'élément déclencheur de l'article était le nouveau chiffre de interconnexion pays, en particulier le chiffre marqué en rouge. Il y a eu une augmentation de 28% des cas de violation de brevets devant le tribunaux en Chine entre 2029 et 2020, ce qui est vraiment remarquable. Cela signifiait pas pour autant que nous assistons à une offensive chinoise en matière de pays contre les entreprises occidentales en Chine. Ce serait une interprétation un peu incorrecte. Vous voyez dans ces chiffres, nous avons une activité de pays tout à fait massive en Chine. Le nombre de brevets et de marques déposées et de procédures ne sont vraiment en train d'augmenter. L'ensemble de l'écosystème de la pays est en pleine croissance, comme le montre très bien cette courbe. Celle-ci est en permanence en hausse, mais on voit très clairement une inflexion à cause de Corona, car les tribunaux étaient fermés à cette période. En 2022, cette courbe continuera à augmenter. Tous les types des pays sont inclus ici, c'est-à-dire les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles, les marques, les droits d'auteur, les URL, etc. L'évolution globale est représentée ici à 90 à 95% des procédures étant purement chinoises. Ne paniquez donc pas en pensant que seules les entreprises étrangères sont attaquées dans le domaine de l'API en Chine. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'offensive chinoise en matière de pays, mais nous sommes confrontés à des vents contraires plus forts. Mais en plus, nous sommes très bien préparés. Nous remarquons dans nos mandats que les affaires deviennent nettement plus difficiles. Avant, c'était plus simple, les violations étaient relativement profanes, des simples imitations et simples copiés, mais maintenant, ça a vraiment changé. Au fil du temps, le counterfeiting est devenu de plus en plus sophistiqué et plus différencié. L'adversaire a appris très très vite et nous recevons des vents contraires qualifiés. L'ensemble de l'écosystème de la pays en Chine est devenu très performant et efficace, ce qui nous permet de faire valoir et de défendre plus facilement les droits du pays en Chine. Il y a quelques années, nous étions confrontés à des grossiers cas de protectionnisme et devions nous battre avec les autorités et les juges. Il y avait alors un soupçon évident de corruption, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous êtes dans votre bon droit dans le domaine de l'API, vous obtiendrez également gain de cause devant le tribunal si vous travaillez correctement. Dans ce domaine, les conseils en brevet ont souvent des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas les détails. Vous courez alors le risque
de ne pas gagner un procès parce qu'un petit détail a été oublié. Les juges chinois travaillent à la loupe et disposent aujourd'hui des meilleurs outils numériques. Les lois sur l'API ont maintenant été renforcées et les dommages et intérêts ont été augmentés, ce qui aura encore des répercussions en 2022. En outre, l'écosystème de l'API en Chine connaît une tendance claire et forte à la poursuite de la numérisation. Les Chinois sont très avancés sur le plan numérique, bien plus que nous en Europe dans certains domaines, ce qui entraînera davantage de litiges d'autres niveaux. Cette évolution doit être considérée dans le contexte de la réorientation politique de la Chine, c'est-à-dire dans le contexte du découplage, du renforcement de l'économie intérieure et de l'application des normes chinoises. Le gouvernement s'implique davantage, y compris dans les procédures privées de pays, ce qui conduira à une instrumentalisation croissante de l'API. L'État chinois encourage de manière très ciblée les technologies innovantes, par exemple dans le domaine de la 5G et de l'intelligence artificielle. La propriété intellectuelle est développée de manière ciblée à grande échelle, mais l'étranger n'est pas directement attaqué. La législation en matière de pays sera accélérée dans le domaine technologique stratégique et le Outlining of Building an IPR Powerhouse, qui n'était pas du tout remarqué en Occident. Il s'agit d'un document stratégique dans lequel il est indiqué que le pays doit être développé de manière massive. La Chine est en passe de devenir un pôle de la propriété intellectuelle. Nous devons toujours en tenir compte dans notre planification stratégique. Il y aura des autres dépôts de brevets en masse en Chine et à l'étranger. Ces flots de brevets augmentent naturellement la charge de travail des entreprises et des examinateurs des offices de brevets. L'identification et la vérification de la quantité des droits de propriété intellectuelle, qui sont en outre rédigés en chinois, demandent beaucoup d'efforts. L'État chinois renforce désormais également les marques nationales en soutenant financièrement. Un portail national est mis en place pour aider les marques chinoises à se renforcer et à mieux se positionner. Le monde de pensée chinois est très différent de celui de l'Occident, comme l'illustrent très clairement ces graphiques. Un conseil en brevet ou un gestionnaire de pays occidental procède de manière logique, linéaire et directe. Il y a une focalisation concentrée et analytique comme au jeu d'échecs. Le cheval peut prendre le pion. Ce qui se passe en dessous, à droite et à gauche, nous ne le voyons pas pour l'instant. Qu'il s'agisse des publications sous embargo ou déposer des marques défensives, cela ne nous intéresse pas pour l'instant. Nous sommes très concentrés, nous procéderons directement et nous ignorons tout ce qui se trouve à l'extérieur. Ce n'est pas le cas du titulaire chinois des droits. Il pense d'emblée de manière holistique, a une vision globale et procède de manière stratégique. Sa stratégie consiste à conquérir du terrain, à occuper des champs et à les encercler indirectement. Il essaye de poser partout d'autres pierres en déposant d'autres demandes de brevets, en enregistrant des marques, en fixant des normes, en rachetant des entreprises, etc. On procède collectivement en encerclant et en conquérant des territoires. Dans cet exemple, les pions blanches sont encerclés, ils n'ont plus de liberté et doivent quitter le terrain de jeu. Appliqué à l'économie, cela signifierait qu'ils en doivent quitter le marché. Ils n'ont plus de freedom to operate, ne correspondant plus aux normes, doivent prendre des licences. Le marché des ventes a disparu.
En principe, cette approche stratégique se retrouve dans toute l'économie et de nombreux managers occidentaux ont beaucoup de problèmes à le comprendre. Ils sont toujours surpris car ils ne pensent pas ainsi dans toutes les directions et évaluent donc souvent mal les situations. En 2022, ce type de stratégie se poursuivra. Les entreprises chinoises déposeront encore plus de brevets, enregistreront plus de marques et mèneront plus de procès. Ici aussi, on voit, comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'évolution du paysage de la pays chinoise vers la complexité. Les lois sur le pays ont été constamment étendues et affinies par l'État et les réactions adverses sont devenues plus qualifiées. Les contrevenants à la pays sont aujourd'hui des entreprises qualifiées, très innovantes et disposant de moyens financiers importants. Vous voyez ici qu'il se passait beaucoup de choses entre 2019 et 2021 et qu'un affinement constant des lois a eu lieu. La jurisprudence en matière de pays est devenue très exigeante et nous sommes aujourd'hui parvenus à ce sommet. La zone marquée en jaune indique une zone de transformation. La pays évolue désormais très rapidement vers l'informatique, vers les données. J'ai ajouté la loi sur la sécurité des données. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une loi sur l'API, mais elle est très pertinente aussi comme la loi sur la protection des informations personnelles et la loi sur la cybersécurité. C'est en rapport avec ces lois que nous avons actuellement les plus de nouveaux projets et il s'agit des données en relation avec l'API. Il y a donc une transformation de l'API vers l'IT et l'API est représentée numériquement dans l'IT. Ce sont les domaines pays classiques dans lesquels nous travaillons tout depuis des années et le secret d'affaires en font partie. Les secrets commerciaux deviennent plus importants, surtout dans les domaines dynamiques comme l'intelligence artificielle, dans le domaine technologique très dynamique et en évolution rapide où il est souvent peu utile de déposer un brevet. Un brevet a un effet protecteur élevé, très stable, mais il faut aussi beaucoup de temps. Le temps que le brevet passe par le processus d'examen et de délivrance, le développement technique est déjà bien plus avancé. Dans ce domaine technologique dynamique, les données pays ou les données relatives à l'API deviennent plus importantes. Nous travaillons par exemple avec des métadonnées pays qui se manifestent dans le data mapping. Les projets informatiques commencent généralement par un data mapping. De nombreuses entreprises ne savent généralement pas quelles données elles utilisent et comment elles doivent être évaluées. Sont-elles publiques ou confidentielles, analogiques ou numériques? Sont-elles transférées au-delà des frontières, par exemple de la filiale chinoise vers le siège européen? Nous ici travaillons avec environ 100 catégories de métadonnées pays. Et tout cela va encore plus loin lorsque nous suivons le flux de données. Nous allons jusqu'à placer les données sous l'égide de la propriété intellectuelle. Les données elles-mêmes ne sont pas juridiquement une propriété intellectuelle. Nous pouvons posséder des données, mais elles ne nous appartiennent pas juridiquement. Nous pouvons utiliser ici le terme de quasi-pays, de soft pays, et les données s'apparent à la propriété intellectuelle. Cette vision de choses va continuer à s'imposer. Et dans ce cas, notre recommandation est que l'année prochaine, soyez plus attentifs aux données de pays et aux données relatives à pays. La cybersécurité et la protection des données sont actuellement le thème numéro 1 en Chine. Dans ce domaine, il existe une nouvelle loi très stricte. Les entreprises établies en Chine sont obligées de faire certifier la sécurité de leur système informatique
Et dans ce domaine, le gouvernement chinois fait désormais pression. Avec la loi sur la sécurité des données, la circulation transfrontalière des données est vers la Chine est en partie massivement limitée, ce qui a également une influence sur le traitement de pays. Au cours de l'année à venir, la Chine continuera à affiner son infrastructure informatique déjà très différenciée et hautement performante. Il existe désormais des tribus de pays à Pékin, Shanghai, Guangzhou et à nouveau dans le port de libre-échange de Hainan. S'y ajoutent 3 tribunaux purement Internet à Beijing, Hangzhou et Guangzhou, 20 tribunaux pays pour les cas simples et jusqu'à présent 44 centres de services pays pour le conseil. L'image ici montre une audience en ligne. Voici à quoi ressemblent les tribunaux de pays chinois. Le juge est assisté par l'intelligence artificielle dans le sens du IA entraîné avec des données de cas en pays en masse, reconnaît des modèles et lui montre des cas comparables. La probabilité d'erreur judiciaire est ainsi réduite. Pour les cas standards très simples, en première instance, il existe des avatars qui rendent des jugements basés sur l'intelligence artificielle. Si le plaignant n'est pas d'accord, il suffit d'un clic pour aller en appel. En Chine, il est désormais possible de mener des procédures simples dans un tribunal numérique mobile sur l'application WeChat. Il est possible de télécharger des documents, de consulter des cas comparables ou de demander une médiation, tout comme dans une procédure judiciaire réelle. Cette infrastructure numérique est déjà très sophistiquée en Chine et continuera d'être utilisée en 2022. Nous utilisons nous-mêmes des outils de recherche haute performance innovants, car les outils de recherche sémantique de brevets habituels ne peuvent plus traiter efficacement la masse des droits de propriété intellectuelle. Les outils de recherche haute performance reconnaissent tout ce qui peut être saisi en ligne d'une manière ou d'une autre. Par exemple, des textes indiquant une publication ou une utilisation antérieure, la diffamation par les concurrents ou les images de drones de contrefaçon ou le logo de marque sont dans les vitrines ou sur les magasins. Ce pouvoir de recherche a également fortement augmenté en Chine et cela continuera en 2022. Les outils de recherche basés sur l'intelligence artificielle entraînés avec des grandes quantités de données de pays et travaillant avec la cartographie de l'ADN en langue chinoise sont en tête de liste. Et cela que les choses deviennent un peu plus complexes. Maintenant, je ne peux pas l'expliquer en détail dans ce webinaire. Nous ferons un webinaire séparé à ce sujet l'année prochaine. Ici, aussi, on travaille avec une cartographie de l'ADN. Les connexions sont comprises manuellement par un analyste de brevet. Et puis, la machine est mise en marche, elle a accès à d'énormes quantités de données et peut ainsi trouver des choses que la recherche sémantique normale ne pouvait plus trouver. La performance est donc ici énormément augmentée. Mais les outils occidentaux ne peuvent pas reconnaître les caractères chinois, ce qui est donc très gagnant pour la recherche sur le marché chinois. Pour cette raison, nous travaillons avec un outil chinois qui est aussi rapide et précis que les outils occidentaux et qui est beaucoup plus utile. Venons au thème de l'application de droits de propriété intellectuelle. L'application de la loi s'est également nettement améliorée. Auparavant, il était souvent pénible d'entraîner une action contre les contrefactures auprès des autorités et des tribunaux. Les raisons en étaient le protectionnisme local et la corruption. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'application des droits de propriété intellectuelle fonctionne très bien aujourd'hui et nous travaillons essentiellement par le biais de moyens financiers en gelant des avoirs, mais en enquêtant au préalable sur la situation patrimoniale. Où les avoirs de l'adversaire sont-ils à portée de main ou sont-ils éventuellement cachés intentionnellement? Couper les livres à un contracteur est une méthode très efficace de faire valoir ses droits. Et les contrefacteurs de pays chinois sont aujourd'hui très intelligents. Ils délocalisent la création de valeur à l'étranger, par exemple en Asie du Sud-Est, ce qui nécessite des enquêtes et des preuves transfrontalières. En 2022, les violations de l'API seront encore plus publiées dans le système social, en anglais le Corporate Social Credit System. Le contrevenant à l'API sera listé en noir et donc sanctionné. Nous voyons ici un cas récent dans lequel une entreprise a vendu des masques contrefaits. Ce système social deviendra de plus en plus un instrument de soutien pour l'application des droits. Les marques étrangères seront davantage mises au défi à l'avenir. D'une part, l'État promet les marques chinoises, non seulement les champions à l'étranger, mais aussi les marques nationales à l'intérieur du pays dans le cadre du renforcement du marché intérieur par la cercle domestique. Les marques chinoises bénéficient d'un soutien financier, d'une formation et d'un entraînement. Les portails jouent un rôle important à cet égard. Les marques de luxe étrangères sont en danger car la transformation politique de la Chine vers le bien commun agit contre l'individualisme de l'Occident. Il faut s'attendre à ce que la consommation de luxe en type occidental soit considérée comme décadente par les dirigeants politiques et soit donc freinée. Les consommateurs chinois se tournent de toute façon davantage vers les marques locales et les OEM chinois de fabricants occidentaux arrivent désormais sur le marché avec des produits similaires et leur propre marque. Cette avalanche de marques réduit encore plus l'espace de la marque. En 2022, la gestion des marques en Chine se déplacera également davantage vers Internet. Nous avons de plus en plus affaire à des marques numériques. La Chine s'oriente désormais vers l'écologie et la durabilité. Le pays mène une stratégie cohérente de décarbonisation, pas seulement dans les pays de la route de la soie, mais aussi en Chine. Les entreprises étrangères sont ainsi contraintes de repositionner leurs marques comme respectueuses de l'environnement et du climat sans faire de greenwashing ou de whitewashing, c'est-à-dire de l'enjolivement social. C'est ce que nous faisons volontiers en Occident, mais la Chine s'en rend vite compte. Les Chinois sont très méfiants à l'égard des entreprises étrangères. Les marques étrangères doivent être authentiques, renforcer l'intérêt général et agir d'une manière durable. Nous recommandons alors de mettre l'accent sur la marque dans la concurrence en Chine. Les technologies et les produits évoluent trop rapidement, les images correspondantes éclatent comme des bulles de savon. De nombreux investissements marketing ne sont donc plus rentables. La marque est en revanche le roc stable, le phare qui résiste à la dynamique de l'environnement. La gestion de la marque gagne en importance en Chine en 2022. Dans un écosystème où nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour avoir une vue d'ensemble de la technique, nous courons après le développement et sommes rapidement dépassés, et également en ce qui concerne le budget. En revanche, si nous investissons dans la marque, nous finançons la stabilité et la durabilité. Notre recommandation, c'est à faire une auto-évaluation du pays dans cet environnement qui est très agité, très dynamique, parce que la Chine est devenue très difficile. On peut regarder
regarder simplement que l'attrait de la marché, en fait. Et c'est possible que certains disent, OK, nous pouvons aussi sortir cette marché chinois, mais il est souvent difficile de développer une stratégie alternative. La Chine se trouve dans un processus de transformation. Nous recommandons donc de procéder à cette auto-évaluation. Les axes centraux du graphique sont l'attractivité de son propre segment de marché et la force de leur propre pays par rapport à la concurrence. La question est de savoir dans quelle mesure le marché est encore attractif en fonction de paramètres tels que le chiffre d'affaires, la stabilité, la croissance, la rentabilité ou l'évolutivité. La force de sa propre pays se mesure au nombre, à la qualité, à la solidité, à la stabilité des droits de propriété intellectuelle existants en Chine, au potentiel de nouveaux droits de propriété intellectuelle dans des domaines technologiques innovants tels que l'intelligence artificielle, la 5G ou l'électromobilité et surtout à la liberté d'exercice, toujours en comparaison avec la concurrence. Il y a toujours des surprises lorsque nous faisons des recherches en Chine sur les nouveaux droits de propriété intellectuelle des entreprises chinoises. En fonction du résultat de cette auto-évaluation, il faudra alors prendre des décisions stratégiques en 2022. Si un segment de marché est relativement attractif, mais que nous sommes faibles face à la concurrence et que nous pouvons difficilement rattraper notre retard, il est logique d'investir massivement ou de se quitter les segments. Dans le cas d'un marché faible et de déficit propre, nous désinvestirons. Dans le cas contraire, nous investirons. Si nous sommes forts et que le marché est faible, nous cherchons des alternatives et y investirons. Pour une telle auto-évaluation, nous n'avons généralement pas besoin d'une grande quantité de données. Les propres managers de ligne pourront en dire beaucoup. Si vous êtes actif dans le domaine technologique critique inscrit dans le plan stratégique du gouvernement chinois, vous devriez être vigilant. Certes, de nouveaux potentiels de vente s'offrent à vous, mais vous risquez aussi d'aller à l'encontre des intérêts de la Chine, en fin de compte d'être freine ou lentement envahisseur du marché chinois. Nous recommandons donc d'étudier très attentivement le plan stratégique chinois et de suivre leur évolution en temps réel. Nous pouvons profiter du renforcement du développement de marchés technologiques chinois, des nouveaux programmes d'infrastructure et du renforcement du marché intérieur, tout comme de la domination chinoise dans le RCEP, en anglais le Regional Comprehensive Economic Partnership, mais nous courons également le risque d'être privés de notre degré de liberté par de nouvelles pierres chinoises et de devoir quitter le terrain de jeu dans ce domaine. Et comme ça, nous avons déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite encore une bonne journée. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander un email. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Au revoir.